rappelles Pokémon le film? Je l'avais pas vu au cinéma, je l'ai eu en cassette pour Noël. J'ai cependant réussi à me procurer la carte promotionnelle de Mew distribuée pour l'occasion et qui apparaît dans le deuxième film. Et tu... Attends, quoi? Comment tu t'y étais pris? Faut dire qu'à l'époque, s'agissant de Pokémon, j'étais un sacré businessman. En fait, j'étais surtout versé dans la vente d'informations. J'ai pu faire entrer Mew dans la grande distribution de ma classe via ma version jaune et je l'avais eu non pas en l'échangeant contre un autre Pokémon, mais contre le secret de la technique de clonage. J'ai aussi vendu les procédures d'accès à la ville bug et j'ai pu compléter ma collection de cartes Pokémon en initiant un troc de cartes Digimon parce que j'étais initialement le seul à avoir eu l'idée de m'en procurer. Mais je suppose que c'est pas de ça que tu voulais parler. Non, moi je voulais plutôt parler du côté le film. Ah oui. Le film adapté d'une série animée, c'est toujours une grande expérience pour un gamin. Ce sont tes héros de la télé qui t'emmènent au cinéma, mais c'est aussi l'occasion d'en parler à la récré, de l'avoir vu avant les autres, contrairement aux épisodes qui passent à la télé et qui sont vus en même temps par tout le monde. Pour des franchises comme Pokémon, le film c'est clairement un événement. Enfin, c'était au moins le cas lorsqu'il n'y en avait qu'un. Donc par définition, le film d'une série animée, ça devrait être génial. Ça l'est pas si souvent que ça. Oh, ça veut pas dire que c'est souvent à chier, pas du tout. C'est juste qu'en fait, d'événements exceptionnels, le mieux que le film puisse être, la plupart du temps, c'est un long épisode. Le film est pourtant l'occasion d'expérimenter des graphismes plus chers et de meilleure qualité, mais surtout de briser les codes de la série, de faire du neuf avec du vieux. C'est un des partis que le film peut prendre, effectivement, mais c'est également là que le bas peut blesser. C'est certes amusant de voir finalement se croiser des personnages qui ne doivent se croiser à aucun prix, mais d'une part, passer la satisfaction initiale de voir le fantasme de fan se réaliser, ça perd de son attrait, et le film ne peut pas tenir entièrement dessus. Ensuite, ces codes étaient ce pourquoi on regardait la série, les voir disparaître fait perdre beaucoup de son intérêt à une série entièrement basée sur ces codes, comme c'est souvent le cas des séries humoristiques. C'est l'une des causes de la malédiction des films adaptés de séries humoristiques. Tu veux parler du fait que les films adaptés de séries humoristiques sont rarement aussi marrants que les séries dont ils sont tirés? Oui, mais encore une fois, c'est pas lié uniquement au fait que le film sert à briser les codes, c'est d'abord lié au format. Oui. Les épisodes de séries humoristiques ne peuvent garder un niveau d'humour élevé tout du long que si elles peuvent entretenir tout du long un rythme qui rend réceptif aux gags. Ça doit être rapide, ça doit être percutant. C'est ce qui fait échouer Cédric en tant que dessin animé là où il réussissait en gag d'une page. C'est un peu la même chose pour Garfield. C'est ce qui fait réussir tous ces dessins animés humoristiques dont les épisodes ne durent que 10 minutes. Le film, qui doit durer plus d'1 heure, ne peut pas garder un tel rythme. Et surtout, il ne peut pas être un sketch géant. Il cherche toujours à être autre chose. Alors évidemment, cette autre chose, ça peut quand même être quelque chose de bien. Mais tout appréciable que ça soit, même le spectateur le mieux disposé doit admettre que ce n'est pas exactement l'esprit de la série. Le film est plus ou moins obligé de faire ce qu'une série humoristique réussie évite en général, se prendre au sérieux. Il y a aussi qu'il doit se rendre accessible à un public néophyte, encore qu'on voit mal qui irait voir Arnold le film sinon des fans de Arnold, et qu'il doit se payer le luxe de raconter une histoire pour gagner le droit d'être un film. Surtout, il doit avoir un enjeu. Les personnages doivent renoncer à être des personnages de cartoon à qui rien de sérieux ne peut arriver. De ces trois faits conjugués... Me voici, moi, le capitaine Galen. Non. De ces trois faits conjugués, durée, accessibilité, enjeu, les films adaptés de séries humoristiques perdent souvent tout le côté irrévérencieux de la série de base. Et graphiquement, le film est souvent plus lisse et moins difforme que la série de base. Le film Les Razmoquettes, pour ne citer que lui, est immunisé contre ça du fait que le style d'humour n'est pas incompatible avec l'introduction d'un enjeu. Mais à l'inverse, et Arnold le film souffre pas mal de ce problème. Attention, il reste quand même fort sympathique. De plus, l'intrigue, même sans humour, reste très arnoldienne et parvient tout à fait à se rendre intéressante comme c'est également le cas dans le film La Cour de récré. Mais son manque d'humour, plus le fait que ses faibles recettes ont empêché la sortie d'un deuxième film qui devait conclure la série, font que le long métrage est détesté par pas mal de monde sans forcément le mériter. D'autres s'en sont quand même mieux sortis. Le film Titeuf semble au contraire plus irrévérencieux que la série. Mes parents, ils gueulent aussi des fois. Mon père, il dit que c'est à cause de ma mère qu'elle a ses règles. Alors mon père, il doit avoir ses règles aussi. Ça m'étonne pas trop. Il a toujours aimé le dessin technique. C'est parce qu'en fait, c'est pas le film de la série, c'est une adaptation de la BD. Ça fait d'ailleurs un drôle d'effet d'avoir les mêmes voix que la série avec l'ambiance de la BD. Ça fait la même impression que Full Metal Alchemist Brotherhood de ce point de vue-là. La seule à qui ça doit pas changer grand-chose, c'est la fille de Donald Renew qui lui fait déjà lire les BD Titeuf avec la voix de Titeuf. Le film Titeuf renoue avec les objectifs de la BD qui se sont un peu perdus dans la série animée. Mais d'un autre côté, puisque la censure de la série n'a plus cours dans le film, on troque les pauvres nukes et les pédoncules par de banals jurons existants. Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke. Salaud! C'est les pompes de l'eau que j'avais eu pour mon anniversaire. Je vais me faire reculer, c'est sûr. Moi, si je veux entendre des jurons, je préfère regarder South Park. Bonté divine, tu as tué Kelly. Galopin. Bah tiens, d'ailleurs, South Park le film s'en sort excellemment bien avec le problème durée et accessibilité en jeu, puisque les enjeux existaient même à l'époque dans la série de base, qui traite des thèmes graves dans toute leur gravité, et parce que pour concilier le dynamisme des dialogues et de la mise en scène avec le problème de l'accessibilité et de la durée, ils l'ont fait façon symphonie en crime majeur avec l'envie que ce soit toujours de la faute des autres dans le rôle du maître de musique. Bah, le film raconte l'initiation d'une guerre entre les États-Unis et le Canada, mais ce qui pousse les gens à chanter les chansons à l'origine des actions de masse, c'est pas le maître de musique comme dans Batman l'Alliance des Héros, c'est le besoin viscéral des parents des personnages de se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants.
Et de la mort de Kenny. My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed it to expire? No! Blame Canada! Blame Canada! Ah, bien sûr, c'est évident. Mais le style comédie musicale pour le film de la série, c'est surtout un truc de Disney, qui en use à bon escient, comme dans la série d'ailleurs, pour appuyer l'humour de Phineas et Ferb voyage dans la deuxième dimension. Et surtout celui de Phineas et Ferb, le tour du monde en un jour. Au revoir, on saluera Stacy de votre part. Et ben aussi s'amuser à Tokyo. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, moi. Le style comédie musicale est aussi celui choisi par Disney pour le film de la série Aladdin, Aladdin et le roi des voleurs. Oh, tu triches, c'est un film Disney, évidemment qu'il y a des chansons. Encore que... Et Aladdin 3, le film de la série? Bien sûr. La série est dérivée du Retour de Jafar. Le Retour de Jafar, hein. Pas Aladdin, le premier film. Et Le Roi des voleurs est le film dérivé de la série, elle-même dérivée du film, lui-même dérivé d'un autre film. Tu me suis? Non. Et en tant que tel, il est excellent. En tout cas, c'est pas l'exclusivité de Disney, les chansons. Chez Nelvana, ils sortent Fifi Brin d'Acier, qui est également une comédie musicale. Sauf que là, c'est la série qui dérive du film. Enfin, comme on l'a dit quand on en a parlé, la série raconte le film. Soit dit en passant, il arrive que ce soit le film qui raconte la série. C'est le cas pour Michel Strogoff, où ils se sont fait chier à réanimer toutes les scènes de la série en version beaucoup plus condensée, et avec des souris anthropomorphisées. C'est aussi le cas pour Sandokan, qui va plus loin en étant juste un rassemblement de morceaux choisis d'épisodes. Mais ce dernier cas est assez rare. C'est ce que fait Gargoyles, film de Disney sans chansons, qui condense les 5 premiers épisodes de la série. Mais je voudrais rester sur les chansons pour attirer ton attention sur Panicum sur l'an 2000, qui a des chansons. Comme des bonbonnes, roses comme des bonbons, on se boulibonne. On perd une partie de l'humour des minicums dans ce film. Mais il compense en faisant jouer le président du monde par Nagui et Merlin par Zidane. Écoute, petit. Le temps des hommes, il appartient aux hommes. Vous seuls pouvez voyager dans le temps. Inoubliable. Être musical ne met pas à l'abri de l'atténuation de l'humour. On le constate dans le film Les Animaniacs, qui est musical, qui réunit tous les ingrédients des Animaniacs, où des enjeux sont introduits sans que les personnages renoncent à être des personnages de cartoon, où on n'hésite pas à faire sortir un sketch de nulle part juste pour le gag, mais qui est quand même globalement moins marrant que la série de base. Le problème de la durée sans doute. Ce film est quand même, je pense, le mieux qu'on puisse faire comme film Animaniacs. Il trouve son intérêt et son identité ailleurs que dans l'humour, il est très bien fait. Les chansons sont vraiment sympas, même si elles ne sont vouées qu'à faire partie d'une parodie de grands classiques Disney. Mais il n'échappe pas tout à fait à la malédiction. Il est très bien, le film des Animaniacs. Il est parfait dans son contexte, comme d'ailleurs beaucoup des films qu'on a cités, mais comme tous les autres, ces mauvaises critiques lui viennent de ce qu'il n'est intéressant que si on a vu la série. Le gag de tous les personnages recherchant l'étoile d'espoir pour atteindre le but qu'ils ont dans la série et finissant par l'atteindre pour la raison la plus absurde possible, il n'est presque pas mis en scène, il repose sur la connaissance des codes de la série. De la même façon, le gag de Phineas et Ferb entrant dans l'intrigue de Perry l'ornithorynque n'a de sens que si on sait que les deux groupes de personnages de la série ne sont pas censés se croiser. Ces films se voient reprocher de ne pas pouvoir être vus sans la série alors que chaque épisode de ces séries peut en théorie être vu seul. C'est en tout cas vrai pour Arnold, pour Bob l'éponge, pour les minicums pris comme une side sketch et pour la cour de récré. Très peu de films peuvent prétendre être appréciables sans connaître la série. Et ça devrait pas être exigible, d'autant que beaucoup servent de préquel ou de fin. Et que beaucoup d'autres sont des films justement parce qu'ils détournent les codes de la série au lieu de les suivre. Exiger du film à la fois d'aller plus loin que la série et d'être appréciable sans l'avoir vu est en effet très paradoxal. Les gens font parfois même comme s'ils ne savaient pas qu'il y a un contexte. Ça pourrait s'expliquer par le fait que souvent le film se retrouve en cassette et pas la série et donc il devrait pouvoir être vu indépendamment de la série, mais ça n'explique pas tout. On peut trouver sur internet un certain nombre de mauvaises critiques du réveil de Xana, celle-ci lui reprochant de ne pas camper la situation comme le ferait un épisode 1 et de ne pas camper les personnages comme il faudrait pour qu'on s'intéresse à ce qui leur arrive. Et nous serions bien en peine de dire si c'est vrai. Il nous semble que non, mais... Nous avons vu ce pseudo-film au moment de la saison 3, quand il est sorti, en connaissant déjà les personnages et en s'étant d'abord posé la question de comment ils se sont rencontrés. Car tel était le contexte de ce préquel, et il a été fait pour des spectateurs dans notre genre. Pas pour faire office d'épisode 1, rôle déjà rempli par Teddy Godzilla. Faire semblant d'ignorer que le réveil de Xana est censé être vu après une partie du reste,
C'est faire comme si la prélogie Star Wars n'était pas sortie après la trilogie originale, et ça personne ne le fait malgré toute la mauvaise foi autour de cette prélogie. La mauvaise foi? La mauvaise foi. Mais... Le film d'une série est souvent censé être vu avec une certaine conscience de quels sont les enjeux pour les personnages. Par exemple, dans Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, on est censé savoir où on en est vis-à-vis de la problématique de Mr. Freeze. Dans les animés japonais, qui sont souvent des feuilletons, le film a une place particulière dans la chronologie, et on ne va pas résumer toute la série au début du film. Lors de sa critique de Pokémon le film, Nostalgia Critique de That Guy with the Glasses / Chanel Awesome était très déstabilisé que le film ne prenne pas la peine de rappeler les fondamentaux sur l'univers des Pokémon. Okay, what's a Pokémon? Il n'a pas compris que les films de série étaient des films à contexte qui en appelaient aux connaissances du public. On peut comprendre ce reproche dans le cadre de films comme Dragon 2 ou Aladdin 3 qui sont à la fois des films de série et des suites de films, donc qui devraient pouvoir être vus en tant que l'un ou l'autre. Mais pour un La Cour de récré le film, et Arnold le film ou un Phineas et Ferb le film, même s'il y a un minimum à respecter, on peut pas franchement espérer véhiculer la richesse conceptuelle de toute une série avec juste quelques dialogues d'exposition. Les séries sont faites pour se construire au fur et à mesure, et un film se passant dans leur univers ne peut pas raisonnablement chercher à atteindre les mêmes objectifs en un temps si court. Malgré tout, certains y parviennent. L'exemple le plus criant est peut-être le film Chasseur de Dragons, qui n'a pas été vendu comme le film de la série et qui de fait ne l'est pas. La richesse de l'univers de Chasseur de Dragons peut être véhiculée avec seulement des images, et beaucoup de gens ont vu ce film sans avoir vu la série et l'ont apprécié pour les mêmes raisons que ceux qui ont vu la série ont aimé la série. Faire un film de la série sans qu'il soit nécessaire d'avoir vu la série, souvent ça consiste à faire un long épisode en gros. Par là je veux dire que l'intrigue ne va pas résoudre un conflit à long terme présenté dans la série, comme Phineas et Ferb découvrant que leur animal de compagnie est un agent secret, mais qu'elle va être du même type que celle de n'importe quel épisode, mais dans une version suffisamment grandiloquente pour justifier que ce soit un film. C'est ce qui se passe dans Chasseur de Dragons, bien que les scénaristes aient décidé après coup que c'était une préquelle. C'est ce qui se passe aussi dans Batman contre le fantôme masqué. Si on compare le long métrage Sous le masque rouge et le long métrage Sub-Zero, on voit tout de suite lequel est un film de série. Si on compare Sous le masque rouge et le fantôme masqué, c'est presque impossible de savoir lequel est un film de série. Je gage même qu'on conclurait plus facilement que c'est Masque Rouge qui est un film de série. C'est sur ce modèle que fonctionnent les films Franklin, qui peuvent introduire des thèmes récurrents mais pas les conclure. Ainsi que le film Les Simpsons qui réussit en tant que très long épisode. Idem pour La Cour de récré. De ce point de vue, et Arnold est hybride, parce qu'il joue aussi avec les attentes des spectateurs. Et la mystérieuse Batwoman, il est dans quelle catégorie? Celle des mauvais films. Bon, on regrette d'être aussi caricaturaux dans nos opinions sur les séries Batman, mais le fait est que tout ce qui fait la série mal dessinée est conçu sur le même principe et que ce principe nous semble vraiment mauvais. La mystérieuse Batwoman, c'est le fantôme masqué auquel on aurait retiré tout ce qui en faisait l'intérêt. On a l'enquête, le love interest justicier et les méchants classiques, mais l'enquête n'est pas rendue intéressante par les flashbacks, parce que le love interest n'a pas un rôle scénaristique aussi percutant que dans le fantôme masqué, et rien ne vient rendre intéressante l'intervention des méchants classiques, alors que l'énigme de la présence du Joker dans le fantôme masqué était aussi pour beaucoup dans l'intérêt de ce film, comme dans Sous le masque rouge. Briser les codes et raconter une histoire grandiloquente, ce sont les deux gros partis que peuvent adopter les films de série. La plupart font les deux, certains font seulement l'un des deux. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si on fait un film à partir d'une série, c'est qu'on estime que la série est digne d'avoir son film, en tout cas qu'elle présente un intérêt en elle-même. En un mot commençant, il faut tout de même respecter la série de base, certains ne le font pas. La Porte de Shambhala, bien que cohérente scénaristiquement avec le reste de la série Fullmetal Alchemist, ne l'est pas stylistiquement, un peu comme Titeuf. Mais encore une fois, Titeuf adapte la BD, pas le dessin animé. Dans le genre, on peut aussi citer le Noël magique de Franklin qui fait intervenir de la vraie magie. Mais bon, c'est Franklin, c'est un exercice de style permanent pour raconter une histoire mignonne porteuse de leçons, on va pas pinailler. Quant au film FMA, il nous paraît clair qu'il a été fait pour corriger la série sur des points qui n'avaient pas plu aux fans. La question de savoir si ces corrections sont réellement des améliorations, c'est un autre débat, mais en tout cas, l'incohérence stylistique est justifiée par ça. Il y a des cas où la trahison est plus sévère, en fait, il y en a deux. Il y a Tom et Jerry le film. Si vous en avez déjà entendu parler, alors vous connaissez déjà le problème. Sinon, comment dire? C'est un peu le même problème que la série animée Cédric, mais à la puissance 1000. Tom et Jerry, c'est des gags de quelques minutes avec un chat et une souris qui se font tourner en bourrique dans un style cartoon moins acéré que Titi et Gros Minet, mais une meilleure équité sur la répartition des roustes que l'un et l'autre sont amenés à prendre. La série se caractérise aussi par l'absence d'humains représentés en pied et l'absence de vrais dialogues, au moins de la part des protagonistes. Il y a déjà eu de longs épisodes avec des aventures plus épiques, mais où les personnages restaient muets dans leur univers de cartoon. Bon, dans le film, on a fait des deux personnages titres les sidekicks animaux parlants d'une petite fille orpheline dans une production de type Disney,
avec des chansons et des vilains très vilains. On pourrait dire que, pour des raisons esthétiques et stylistiques, le choix de Tom et Jerry dans ces rôles est plus pertinent que n'aurait été celui de Titi et Gros Minet, parce que fondamentalement, Tom et Jerry sont des humains animalisés qui font ce qu'ils font parce qu'ils sont colériques, égocentriques et qu'ils n'aiment pas perdre, alors que Titi et Gros Minet sont des animaux humanisés, fous furieux et inconséquents. Mais dire ça, c'est comme dire que mettre du sable sur un gâteau, c'est mieux que de mettre de l'arsenic. Ça va quand même pas. Dans les deux sens dans lesquels on peut prendre ce film, Tom et Jerry n'y ont pas leur place. D'une part, appeler ça Tom et Jerry le film est un mensonge car c'est pas Tom et Jerry. Et d'autre part, Tom et Jerry ne paraissent pas à leur place dans l'aventure de la petite fille. Ils font le travail de soutien psychologique d'une façon vaguement convaincante, mais on peut pas ignorer bien longtemps que c'est Tom et Jerry. Le truc étant que nous, on n'aime pas trop Tom et Jerry. À choisir, on préfère le style Titi et Gros Minet. Nous ne percevons pas l'essence subtile et décalée de Tom et Jerry comme beaucoup de gens ont l'air de l'apercevoir. Donc, même si on voit bien que ce film est une trahison du concept de base, et même si nous savons que c'est pas bien, nous ne parvenons pas à prendre ça en considération en le regardant. Donc qu'est-ce qu'il vaut ce film, indépendamment d'être une trahison de Tom et Jerry? Oh, il est pas si mal. C'est un genre de Disney type Bernard et Bianca, il est un peu chiant, un peu comme Richard au pays des livres magiques. Rien de choquant, rien de mémorable, sinon les chansons. Y a pas un artiste sur toute la terre qui chauffe une salle comme je sais le faire. Allons de succès en succès. Ils se sont pas contentés de mettre Tom et Jerry, des efforts ont été faits dans la mise en scène. C'est limite ça le problème, on aurait préféré qu'ils fassent du Tom et Jerry avec Tom et Jerry dans leur rôle de Tom et Jerry, comme c'est sans doute ce qu'ils ont fait dans le film Oggy et les cafards qu'on n'a pas vu. Toujours est-il que, même enfant, j'ai pas réussi à me sentir concerné par le fait qu'on massacrait Tom et Jerry. J'ai sincèrement apprécié le film pour les méchants et leurs chansons. Rétrospectivement, je vois bien que ça n'en fait pas un très bon film et que c'est seulement regardable, mais bon. L'autre cas de trahison notable, c'est Scooby-Doo le film. Oui, celui en live action. Nous n'avons pas la même chose à en dire, mais ce que nous le pensons pour la même raison. Désolé, on n'aime pas Scooby-Doo. C'est pas qu'on voit pas où elle gague, c'est juste qu'il n'est drôle pour nous que, allez, les 10 premières fois, pas les 350 premières fois. Une série diffusée si longtemps et si souvent doit avoir un argument pour maintenir notre intérêt. C'est plutôt le cas avec les Simpsons ou South Park, qui pourtant sont loin d'être exemples de défauts dans leur dernière saison. Mais c'est pas le cas de Scooby-Doo. À l'exception de Scooby-Doo Mystère Associé, qui à notre sens fait de Scooby-Doo ce que ça aurait toujours dû être, les séries Scooby-Doo, quelles qu'elles soient, ne nous paraissent franchement pas convaincantes. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on pouvait bien penser du film? Nous ne pouvions qu'adorer. Bon, nous savons bien qu'il y a beaucoup de fans de Scooby-Doo et nous les respectons même si nous ne comprenons absolument pas leur engouement. Nous serons sûrement amenés à réévoquer tout ça lorsque nous parlerons de Mystère Associé, mais en attendant, nous nous contenterons de dire que nous regrettons sincèrement de ne pas voir la qualité des séries Scooby-Doo des années 70 à 2010. Nous le regrettons sincèrement, mais vraiment avec la meilleure volonté du monde, Scooby-Doo on déteste. Alors quand on nous sert dans un film live-action des personnages qui sont des caricatures, ce qui a l'avantage de leur donner une personnalité alors qu'ils n'en avaient pas vraiment dans la série d'origine, traitant sous l'angle du ridicule des codes de la série que nous trouvons effectivement ridicules et faisant de la mise en scène habituelle de la série un gag, nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver que le film rend drôle ce qui ne l'est pas dans la série et qu'il nous fait un clin d'œil en mettant l'accent sur ce sur quoi nous voulions que l'accent soit mis. Les châteaux Scoob et moi, on fait pas. Oh non! Pourquoi? Parce que les châteaux, ça a des peintures avec des yeux qui te surveillent, et puis des armures qui ont l'air de statues. Mais dedans, il y a quelqu'un que tu retrouves collé à tes talons. Il est derrière toi chaque fois que tu te retournes. Et combien de fois ça t'est arrivé, dis-le? 12. Ce film trahit Scooby-Doo. Donc, il a été fait pour nous. Probablement par des gens qui partagent notre vision de la série. Vous voyez ce gag dans l'incroyable Hulk avec Edward Norton où Bruce Banner affirme qu'il ne mettra jamais de caleçon violet, fut-il le seul à la taille de Hulk? C'est drôle pour ceux qui trouvent effectivement ça ridicule qu'il ait un caleçon violet dans le film d'Ang Lee entre autres, mais on pourrait trouver que c'est une pique méchante de quelqu'un qui n'a pas compris l'essence et les enjeux des comics de super-héros. Scooby-Doo, c'est tout le film qui est comme ça. Il affirme que la série de base est ridicule. Pour ceux qui trouvent que les enquêtes de Scooby-Doo ne sont pas ridicules, juste décalées, ce film est un affront. Et leur indignation est légitime. J'insiste, leur indignation est légitime. Le film affirme effectivement que ce qu'ils considèrent comme suffisamment valable pour être prolongé et rediffusé ad vitam aeternam ne l'est pas, et doit être tourné en parodie. Cependant, affirmer ça, que la série doit être tournée en parodie, ce n'est pas nécessairement une insulte. Nous sommes persuadés que cette série a effectivement été faite dans le but de mettre en scène une situation ridicule pour en faire un gag. D'ailleurs, ce gag, nous l'aurions peut-être apprécié s'il n'avait effectivement été fait que 10 fois, et s'il n'avait pas fait l'objet d'une rediffusion exagérée au détriment d'autres séries plus variées et inventives.
On peut quand même dire que décrédibiliser la série est un défaut objectif d'un film adapté de série, au même titre que pour toutes les adaptations. Une adaptation doit orienter le spectateur vers l'œuvre d'origine, et le film de la série doit être au service de la notoriété de la série, pas la renier. Et même si tous les films que nous avons cités ne sont pas aussi géniaux qu'on pouvait l'attendre, ils remplissent en général bien cet objectif et méritent qu'on s'en souvienne. On se connaît, non? Oui, évidemment, je suis toi, dans l'autre dimension. Ah, voilà ce qui explique ton élégance naturelle. Je te renvoie le compliment, mon cher. Je dois comprendre que tu es ma réplique exacte. Oui, et dis-moi, je le suppose. As-tu un peu de pudding? Non, j'aime pas. C'était un test, amande au miel. C'est bien mieux pour moi. Et moi non. T'as des collections. Oui. Quelques pièces. Juste au cas où les machines remplacent les caisses. J'ai été seul si longtemps. Avec mes peurs, mes tourments. Mais pas les distributeurs automatiques, ça va arriver. Mais là devant moi, je vois quelqu'un qui pensait comme moi. Enfin, un nouvel ami, et c'est moi. Enfin, un nouvel ami, et c'est moi. Je pensais être plus grand que je suis moche. Je croyais avoir mes deux yeux. Où est l'autre là dans cette poche? Aïe! Dis-moi, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ta cicatrice passe au-dessus de ton bandeau. Et alors? Très bien. As-tu peur des larmes? Oui, je les ai en horreur. Non, je pensais à Lorenzo. Oh, c'est vrai. Quel acteur! Maintenant je sais tout de toi. Et toi tu sais tout de moi. Oh oui, et là devant moi je vois quelqu'un qui pensait comme moi. Enfin, un nouvel ami, et c'est moi. Enfin, un nouvel ami, et c'est moi. Depuis que t'es venu, on peut faire un duo. C'est vrai, deux fois le mal, double tout fait schmitt, bientôt sur vos îles.